Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ces entretiens, ces conférences. Donc je vais vous parler de la stimulation cérébrale profonde aujourd'hui en 2024, mieux se repérer et mieux stimuler. Alors, en premier lieu, la stimulation cérébrale profonde, David Grabli vous l'a déjà introduite, ça consiste à venir faire un traitement neurochirurgical invasif impliquant l'implantation d'une électrode de stimulation dans la profondeur du cerveau, ici, dans une région d'intérêt qui peut être l'un des ganglions de la base, pour venir, à l'aide d'une électrode segmentée, administrer un courant électrique en continu qui vise à essayer de rester dans la structure implantée dans le noyau de choix. Alors, qu'est-ce que ça fait, la stimulation cérébrale profonde? Eh bien, c'est de la neuromodulation, de la neuromodulation chronique. Ça va venir neuromoduler des neurones de manière focale sur les activités synaptiques. Ça va venir neuromoduler des réseaux de neurones et modifier des activités oscillatoires de réseaux de neurones. Et de manière globale, ça va conduire à une neuromodulation de l'ensemble de la connectivité cérébrale et pas que d'un système spécifique. Pourquoi c'est utile de mieux cibler et pourquoi c'est utile de mieux stimuler? Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la pathologie, tremblement essentiel, maladie de Parkinson, dystonie, on a des bons résultats avec la stimulation cérébrale, mais vous allez voir, on a des effets cliniques qui sont quand même parfois variables. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas de la maladie de Parkinson et qu'on regarde dans les méta-analyses ou qu'on lit différentes revues, eh bien, on voit qu'on a un effet qui est bon, mais qui est très variable, avec une amélioration du score moteur de la maladie de Parkinson, qui est la MDS-UPDRS3, qui est variable entre 30 et 50%. Ça fait quand même une différence qui est sensible. Et pour ce qui est des complications motrices qui sont quantifiées par l'UPDRS4, dyskinésie et fluctuations motrices, on a des variations d'effets dans les études de 30 à 70%. Ça dit bien qu'il y a quelque chose qui se passe au moment du ciblage et du traitement qui mérite d'être optimisé, amélioré. Pareil pour la dystonie. Lorsqu'il y a une indication à proposer un traitement neurochirurgical par stimulation cérébrale profonde pour une dystonie, en dépit de la bonne indication, on a quand même 25% de non-répondeurs. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de ciblage? Est-ce que c'est un problème de stimulation? Enfin, parce que on voit bien que chez nos patients, on a des effets indésirables qui sont stimulomédiés. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils sont induits par la stimulation. Typiquement, pour la maladie de Parkinson, on peut rencontrer au décours de la stimulation de la dysarthrie, des troubles axiaux comme des troubles de l'équilibre ou des troubles de la marche, comme un trouble de l'initiation de la marche, comme le freezing, des troubles psychocomportementaux avec des accès de troubles hypomaniaques, voire maniaques. Pour la dystonie, le parkinsonisme en lien avec la stimulation peut être un parkinsonisme stimulo-induit. Et pour le tremblement essentiel, David l'a évoqué, au cours du temps de la stimulation chronique des patients avec un tremblement essentiel, on peut avoir des phénomènes d'habituation qui se traduisent par une augmentation du tremblement et des phénomènes même d'échappement, c'est-à-dire l'apparition d'un tremblement extrêmement invalidant, cérébelleux, qui sort du cadre du tremblement essentiel, et ça peut survenir quasiment jusqu'à 30% des patients. Alors, les différentes cibles, elles ont été évoquées. Le thalamus et tout spécifiquement le noyau ventral intermédiaire du thalamus, le noyau subthalamique et le globus pallidum interne. Et les indications, je ne vais pas revenir dessus, David les a évoquées. Juste pour rappeler qu'il y a des indications qui sont encore un petit peu de l'ordre de la recherche, qui sont des indications pas spécifiquement mouvement, qui sont des indications plus psychocomportementales, comme les troubles obsessionnels compulsifs, avec une cible qui est dans le noyau subthalamique, et comme le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est plus acquise comme type de traitement, avec une cible dans le pallidum interne, mais d'une région différente du pallidum interne, dans le pallidum interne plus antérieur, c'est-à-dire dans une région plus limbique et associative du pallidum interne. Alors, avant de cibler, il faut quand même déjà bien s'assurer qu'on ne rencontre pas de malformation artério-veineuse avec un 3DT1 gadolinium de qualité pour s'assurer de la faisabilité du geste, c'est-à-dire de ne pas prendre de risque hémorragique lors de l'implantation de l'électrode. Il est aussi important
quand même, dans certaines pathologies, en tout cas dans la maladie de Parkinson, de s'assurer des diagnostics différentiels. Et donc, dans le bilan préopératoire, il faut faire des imageries qui nous permettent d'éliminer les syndromes parkinsoniens atypiques, type atrophie multisystématisée, avec ce signe de la croix au niveau du pont, éliminer également ces hypersignaux d'éputamène qu'on peut rencontrer dans l'atrophie multisystématisée, cela grâce à l'aide de technologies d'IRM spécifiques, T22-ECHO et SWI. En 3D-T1, rechercher des atrophies qui peuvent être spécifiques du pont, mais aussi du mésencéphale, pour s'assurer également de l'absence d'atrophie multisystématisée ou de paralysie supranucléaire progressive, en recherchant donc le signe du colibri au niveau du pont et le signe de Mickey Mouse Sign au niveau du mésencéphale. Alors, mieux cibler le noyau subthalamique, c'est déjà mieux l'identifier, mieux le voir avec des techniques d'imagerie qui permettent de mieux le visualiser. Eh bien, ici, sur cette séquence T2, on le voit pas bien, on l'identifie pas bien de la substance noire qui est sous-jacente, et on a des séquences d'imagerie aujourd'hui, notamment des cartes de susceptibilité magnétique qui visualisent la charge férique des noyaux. Eh bien, on voit mieux ici ce noyau subthalamique, je suis gênée par l'ordinateur, voilà, se distingue bien de la substance noire sous-jacente. Des données de connectivité aussi sont intéressantes, c'est-à-dire le fait de faire des IRM de diffusion avec de la connectivité permettant de voir la voie hyperdirecte entre le cortex et le noyau subthalamique pour identifier au sein du noyau subthalamique les différents territoires anatomo-fonctionnels. Ça peut être utile pour bien repérer le territoire sensorimoteur du noyau subthalamique qui est plus dorsal et plus postérieur et latéral par rapport au territoire associatif et limbique. Pour le thalamus, c'est pareil. C'est d'autant plus compliqué que le thalamus, sur une imagerie anatomique classique, il est, et le noyau ventral intermédiaire plus précisément, il n'est pas visible. Alors il avait été bien identifié par des collègues neurochirurgiens dans les années 60, ici à Paris, mais aujourd'hui on a des techniques d'imagerie qui nous permettent de mieux voir le thalamus, et plus spécifiquement les différents noyaux du thalamus, et notamment le noyau ventral intermédiaire qui est notre cible dans le tremblement, avec ces deux types de séquences où on voit cette petite hyposignal au sein de ce grand hypersignal qui correspond au noyau ventral intermédiaire. On le voit encore mieux ici. Mieux cibler le thalamus, c'est aussi parfois, et nous c'est ce qu'on fait chez nous, mais d'autres équipes le font aussi, c'est aussi parfois utiliser des techniques d'atlas qui sont issues d'atlas morphologiques histologiques qui permettent de recaler ces localisations histologiques sur des données d'imagerie individuelle des patients. Mais c'est encore et une nouvelle fois utiliser des données de tractographie pour identifier les faisceaux, et notamment le faisceau dentato-rubro-thalamique que je vous montre là, qui passe, qui part du cervelet, qui remonte par le noyau dentelé, qui traverse, qui va rejoindre le noyau rouge et qui va être en réalité afférent au thalamus dans le noyau ventral intermédiaire avant de se poursuivre jusqu'au cortex moteur. Et pareil pour le pallidum. Le pallidum, eh bien, le QSM, cette carte de susceptibilité magnétique, elle est vraiment utile pour essayer de bien identifier les différents ganglions de la base, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi de différencier le pallidum externe du pallidum interne, ce qui est très important puisque le pallidum externe est prokinétique, pourvoyeur de mouvement, alors que le pallidum interne est antikinétique, donc il ne faut pas se tromper de cible. Alors mieux opérer aussi, alors on est toujours sur le cadre de stéréotaxie, on en a toujours besoin de ce cadre qui est quand même assez impressionnant. Aujourd'hui on utilise moins de microélectrodes que nos pères le faisaient antérieurement. Avant ils utilisaient 5 microélectrodes. Les centres utilisent entre 1, 2 et 3 microélectrodes. Dans mon centre on utilise 3 microélectrodes habituellement. Et puis il y a des équipes qui s'arrêtent là pour faire la chirurgie et d'autres utilisent
l'enregistrement électrophysiologique à l'aide des microélectrodes qui vont permettre d'identifier une trace neurophysiologique, électrophysiologique des structures implantées avec une activité propre à chacune de ces structures. Ici, c'est une activité du noyau subthalamique. Et d'autres centres encore, des mammouths de la stimulation cérébrale. Quand je dis mammouths, c'est-à-dire qu'ils travaillent peut-être comme à l'ancien temps, font, comme nous, un traitement, une évaluation clinique en paire opératoire. On considère que c'est très utile parce que ça nous permet de définir la meilleure cible, la meilleure trajectoire, la meilleure profondeur au niveau du noyau subthalamique. Et normalement, j'ai une petite vidéo. Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, j'ai le temps. Alors ça, c'est une microélectrode. On a stimulé à 2 mA. Bon, ok, il y a un petit effet. Mais bon, le patient, il est off dopa, il bouge un peu, mais quand même, moi, je coterais à 3 sur ces deux mouvements pour évaluer la kinésie. Une autre microélectrode, on est à 2 mm d'écart, même profondeur. Vous voyez, le mouvement est beaucoup plus lent, beaucoup plus rapide. Voilà, si on ne fait pas ce test, on ne peut pas savoir laquelle des deux microélectrodes implantées. À mon sens, c'est encore utile. Même si les données de la littérature ne montrent pas forcément de différence significative. Mieux cibler, c'est aussi potentiellement mieux se repérer avec des enregistrements électrophysiologiques faits en paire opératoire. Nous avons maintenant des techniques d'enregistrement de l'activité multi-unitaire des neurones en paire opératoire, mais aussi nous pouvons enregistrer les LFP, les Local Field Potential, ou les champs profonds, les champs électriques profonds, en paire opératoire, à l'aide soit des microélectrodes, soit des électrodes directionnelles, implantées de manière définitive. Et cela est intéressant parce que vous voyez dans cette étude, bon, qui date déjà un peu, on voit que les LFP enregistrés en paire opératoire à l'aide d'électrodes segmentées qui ont chacune 8 contacts, eh bien, le contact qui avait le plus d'activité oscillatoire LFP de type bêta, qui est associé avec la sévérité motrice de la maladie de Parkinson, était le contact finalement reconnu comme ayant le meilleur effet clinique. Donc cet enregistrement électrophysiologique, c'est aussi potentiellement une manière de mieux cibler et d'avoir un meilleur effet en post-opératoire pour nos patients. Ben voilà, ça c'est un cas chez nous. Alors malheureusement, c'est pas très très beau comme image. On a cette grosse trace rouge qui est à la cible, c'est-à-dire OZ, c'est-à-dire la cible choisie par le neurochirurgien, et on a une grande activité high alpha, low bêta, en lien avec justement la symptomatologie motrice, le syndrome akinéto-rigide, sur cette microélectrode centrale, qui va être la microélectrode qui va être implantée. Et si on regarde la transformée de Fourmier, on voit un pic bêta important vers 12 Hz. Ok, mieux ciblé, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi mieux stimuler. Alors pour mieux stimuler, ça devient compliqué parce qu'on a une grande variété de paramètres, mais il faut essayer d'avoir des grandes idées claires. Donc, il y a l'intensité, qui est l'amplitude du courant, il y a la durée de stimulation, c'est pendant combien de temps j'administre mon courant de stimulation, et puis il y a la fréquence, c'est tous les combien j'administre mon courant de stimulation. Habituellement, l'intensité utilisée est aux alentours de 2,5 mA. La durée, c'est 60 microsecondes de durée de choc de stimulation et la fréquence, elle est à 130. Et dans certains cas, on peut être amené à augmenter l'intensité. Et lorsqu'on augmente l'intensité et qu'on n'améliore pas notre état moteur, on peut être amené à augmenter la durée pour améliorer notamment tout ce qui va être akinésie ou dystonie. On peut être amené à baisser la durée de stimulation si on rencontre justement des effets indésirables stimulo-induits, comme de la dysarthrie, comme de la contraction pyramidale, c'est-à-dire de la diffusion du courant à la capsule interne, c'est-à-dire au faisceau pyramidal. On peut être amené aussi à augmenter la fréquence en cas de tremblement sévère. Il y a plusieurs données de la littérature qui montrent que lorsque les patients sont très trembleurs, comme pour les traitements dopaminergiques, on a besoin de beaucoup de traitements, on est amené à augmenter beaucoup l'intensité, mais parfois ce n'est pas suffisant et on peut être amené à augmenter la fréquence jusqu'à 160, 180 Hz. Et inversement, si on a des troubles axiaux importants, troubles de la marche, troubles de l'équilibre, freezing ou troubles de la parole, on peut être amené à baisser la fréquence
est passé de 130 à 100, voire 90 Hz. Je vais zapper tout ça pour aller plus vite et pour aller sur un élément important de la modulation qui est rendu possible par le développement d'électrodes directionnelles qui ont été développées à partir des années 2015-2017. Jusqu'alors, avant 2015, eh bien, on avait des électrodes où on pouvait faire une stimulation monopolaire, on pouvait utiliser simplement un contact, ou bipolaire, on pouvait utiliser 2 contacts, ou on pouvait faire des réglages plus complexes, mais globalement, on stimulait, on disait en ring, c'est-à-dire sur l'ensemble du contact. Aujourd'hui, on a des électrodes directionnelles, et pour l'instant, celles qu'on utilise, heureusement, n'ont que 8 contacts de stimulation par électrode. Il y en a qui existent avec 64 contacts, 132 contacts. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais en tout cas, avec 8 contacts, on y arrive. Et l'avantage, c'est qu'on peut venir dire « je veux orienter mon courant dans telle direction ». Je veux orienter mon courant dans telle autre direction. Et je veux surtout pas que mon courant aille dans la direction opposée. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans la direction opposée, je vais avoir ma capsule interne, ou je vais avoir mon noyau rouge, ou je vais avoir un faisceau, un noyau thalamique sensoriel. Ça nous permet donc d'améliorer notre effet. Donc ça, c'est une petite visualisation de l'aspect que peut prendre le volume de tissu activé lorsqu'on stimule classiquement en ring, c'est-à-dire avec l'ensemble des contacts, ou si on décide d'envoyer la stimulation dans une direction préférentielle avec cette stimulation directionnelle. Ça permet d'optimiser l'effet. Là, cette petite étude assez simple montre que le fait de pouvoir orienter notre courant en direction du noyau spécifique d'intérêt, ici c'est le noyau subthalamique, on va pouvoir avoir le même seuil d'efficacité, mais élever le seuil de survenue d'effets indésirables. C'est-à-dire qu'on va avoir un range de paramètres de stimulation qui vont être plus grands et cela va nous permettre de mieux améliorer les symptômes et de réduire la survenue des effets indésirables. Et ici, dans le cas présent, on voit bien que là, en vert, on a l'amélioration clinique, en rouge, on a la survenue des effets indésirables. Et bien, entre la région médiale, entre la région antérieure et postérieure médiale, on a le meilleur effet. Et si on stimulait au contraire ici, ben, on aurait des effets indésirables, peut-être de la dysarthrie, qui arriveraient très vite. Une étude récente qui a été faite par notre centre à l'Institut du cerveau a évalué donc 10 patients pour améliorer les effets cliniques chez 10 patients parkinsoniens sévères, particulièrement sévères parce qu'ils ont des troubles axiaux en off, qui sont des troubles de la marche, ce fameux freezing qui est ce trouble de la marche avec un trouble de l'initiation de la marche et un trouble du maintien de la marche. Le freezing de off dopa-sensible peut être une indication à la stimulation cérébrale profonde, mais on sait que c'est un symptôme qui est très difficile à améliorer et dans un tiers des cas, on ne l'améliore pas, dans un tiers des cas, on l'aggrave. Ça veut dire que si on fait une stimulation classique, il n'y a qu'à un tiers des cas des patients avec freezing dopa-sensible qui peuvent être améliorés. Et dans le cadre de cette étude, eh bien, il y a eu une évaluation comparée entre de la stimulation classique en ring, c'est-à-dire en anneau, de la stimulation en direction d'une région d'intérêt spécifique qui semble être particulièrement intéressante pour améliorer ce freezing de la marche, et une stimulation directionnelle orientée plus vers les régions postérieures du noyau subthalamique qui sont classiquement considérées comme les régions d'intérêt plus intéressantes pour améliorer les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Et on voit dans cette étude que, eh bien, on a un effet global à peu près identique entre le ring et le freezing, mais il semble y avoir un effet un peu plus intéressant lorsqu'on regarde spécifiquement le score axial, lorsqu'on vient stimuler cette région spécifique au freezing par cette stimulation directionnelle. Et si on regarde, je ne les ai pas présentés ici, les paramètres neurophysiologiques de la marche, c'est encore plus le cas, on voit des éléments encore plus marquants. La directionnalité, oui, pour améliorer aussi les effets indésirables, comme la dysarthrie.
Alors là, c'est un petit cas clinique d'une patiente. On la met en route 3 jours après l'implantation des électrodes. Et puis, quoi qu'on fasse, on stimule et on a un hémispasme facial, de la dysarthrie sur l'ensemble des contacts à une intensité très faible qui ne permet pas d'avoir une amélioration clinique. Super. On a aujourd'hui des logiciels d'analyse qui nous permettent de recaler notre électrode de stimulation sur notre noyau visualisé à partir des données d'IRM. Et ainsi, on peut venir voir où est notre électrode, est-ce qu'elle est bien implantée, pas bien implantée, et voir surtout comment administrer le courant pour éviter les structures potentiellement pourvoyeuses des effets indésirables. Et là, c'était assez clair, il fallait utiliser un contact spécifique, le contact 2B, c'est-à-dire ne pas utiliser l'intégralité des contacts d'une hauteur de l'électrode, mais les utiliser de manière isolée, directionnelle, à une intensité qui a pu permettre l'amélioration clinique sans effet indésirable. Ok, ça marche sur les effets indésirables moteurs. Ça marche aussi sur les effets indésirables psychocomportementaux. Là, vous allez voir cette patiente, elle est stimulée en ring sur un contact. Se va algo casi para adentro. Si fuera para adentro, sí. Viéndome, no sé. ¿Esto la risa cómo es? ¿Lo de la risa? Bon, alors on parle pas espagnol, en tout cas pas moi, mais ce que je vois bien, c'est qu'elle a un rire inapproprié et puis elle a un comportement hypomaniaque depuis la stimulation et avec un changement de stimulation, avec une stimulation directionnelle, eh bien... Ups. ¿Días de la semana otra vez? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vale, pero más Elle récupère un comportement psychique adapté, sans altération de son état moteur. Et cela est en lien avec le fait que cette stimulation directionnelle a pu être mise en place avec des données d'anatomie, c'est-à-dire de visualisation d'électrodes au sein du noyau d'une part, mais aussi avec des données de connectivité, visualisant la voie hyper directe, connectant justement les cortex limbiques au noyau subthalamique, et cette stimulation visant à s'éloigner de ces régions limbiques a permis l'amélioration comportementale. Nous avons aussi la possibilité d'avoir accès à des informations neurophysiologiques, notamment des oscillations des locate feed potential en post-opératoire. Ces locate feed potential, donc c'est-à-dire ces activités oscillatoires locales traduisant une synchronisation importante de réseaux neuronaux, nous permettent de mieux nous orienter dans le noyau subthalamique et dans les autres régions d'intérêt. Alors, je n'aurai pas le temps, parce que j'ai largement dépassé déjà, la possibilité de développer ces éléments, c'est-à-dire la possibilité d'avoir recours à des informations neurophysiologiques, oscillations bêta associées à l'état moteur et à la sévérité de la maladie, oscillations gamma associées à un état moteur de déblocage d'état moteur normalisé, ou l'utilité de sensors externes qui pourraient venir moduler spécifiquement la stimulation cérébrale profonde. Cela permettrait de faire un traitement personnalisé et d'adapter les paramètres de stimulation à l'état physiologique en temps réel du patient. Il y a déjà quelques revues qui l'ont traité. Il y a une méta-analyse intéressante qui a regardé les différents résultats. Il y a surtout ce papier dans Nature Medicine qui est très intéressant, notamment parce qu'il s'intéresse pour une fois à des champs de potentiel profond, des LFP différents, c'est-à-dire pas le bêta, mais le gamma, et va venir régler la stimulation sur la présence ou l'absence de cette oscillation gamma en temps réel au niveau du noyau subthalamique ou au niveau du cortex moteur pour permettre une amélioration clinique. Pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, on a encore besoin de mieux se repérer, de mieux cibler pour améliorer les effets de la stimulation cérébrale profonde, améliorer les effets cliniques qui sont encore très variables d'un patient à un autre et
parfois aussi d'un centre à un autre ou d'un chirurgien à un autre. Donc, on a besoin d'harmoniser vraiment nos pratiques et aussi pour permettre une thérapie personnalisée en fonction du tableau clinique du patient, d'adapter à la cible, de la morphologie de la cible, de la connectivité spécifique de la cible et enfin aux données d'imagerie et de physiologie. Je vous remercie. Un grand merci pour cette belle présentation. Y a-t-il des questions dans la salle concernant ce sujet? Oui. Bonjour, Salia Reich de Garches. Quand on voit les effets indésirables psychocomportementaux dont vous parlez, les améliorations de la technique, est-ce que dans le champ de la psychiatrie, vous pensez que ça vous ouvre des horizons de traitement des pathologies psychiatriques, maniaques par exemple? Alors, j'en ai pas parlé, effectivement. J'en ai juste un petit peu évoqué. Effectivement, il y a des protocoles en psychiatrie qui sont en cours ou qui sont en train de s'achever, malheureusement, notamment dans les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a eu le protocole Écoloc qui a montré quand même une amélioration chez certains patients, pas chez tous. On ne comprend pas pourquoi certains s'améliorent, pourquoi d'autres s'améliorent moins bien. Il y a probablement des problématiques de bonne localisation, des problématiques de bon phénotypage des patients, de bonne localisation de l'électrode au bon endroit dans le noyau subthalamique. Il y a aussi une difficulté en termes de prise en charge, c'est-à-dire que nous sommes neurologues, les chirurgiens sont neurochirurgiens. Il faudrait qu'il y ait aussi plus de psychiatres qui soient à l'aise et à même de prendre en charge ces patients avec la stimulation, c'est-à-dire d'adapter les paramètres, de comprendre comment on adapte les paramètres. Mais c'est vrai que les avancées en neurologie mouvement sont des avancées à terme en psychiatrie. Et pour ce qui est de la dépression, pour les dépressions pharmacorésistantes, il y a aussi pas mal de protocoles, il y a eu déjà pas mal d'essais sur énormément de cibles. Et la problématique de la dépression, c'est de savoir où il faut se mettre. Parce que finalement, le système limbique, il est très vaste. Il y a plein de cibles potentielles allant du noyau subthalamique au pallidum antérieur, au bras antérieur de la capsule interne, au cortex singulaire antérieur. Enfin, vous voyez, donc il va falloir identifier les cibles. Et pour identifier les cibles, pour revenir à ce que disait M. Gravy tout à l'heure, je pense que avoir des données issues de la neuromodulation pour mieux comprendre les cibles, mieux comprendre les effets des cibles, c'est intéressant aussi pour alors après aller sur de la chirurgie invasive avec de la stimulation cérébrale profonde. Oui, ici, Philippe Marc. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des données sur l'impact probablement, mais des stimulations profondes dans la maladie de Parkinson sur les troubles rachidiens axiaux, en particulier le syndrome de Pise et la camptocormie éventuellement? Alors, c'est une bonne question. Usuellement, quand les patients ont des troubles rachidiens sévères, camptocormie, Pisa syndrome très sévère, on est très vigilant avant de proposer l'indication. Je ne peux pas dire qu'on les exclut, ça va vraiment dépendre de la dopasensibilité, mais c'est quand même un marqueur usuellement d'évolution de la maladie et de sévérité de la maladie qui habituellement n'est pas tout seul. Quand on a le Pisa syndrome, la camptocormie, usuellement il y a d'autres symptômes que ces symptômes-là. Il y a aussi souvent les troubles de la parole, il y a souvent le trouble de la marche avec le freezing, et donc quand même assez fréquemment. Et donc usuellement, il y a souvent plusieurs critères qui peuvent conduire au fait de ne pas faire la chirurgie. Lorsqu'il n'y a que ça, alors ça dépend de la sévérité qu'on évoque, mais c'est vrai qu'un Pisa syndrome ou une camptocormie à 1, il n'y a pas de problème, sur le score UPDRS3, il n'y a pas de problème, on va l'opérer. Mais quand on arrive à des scores qui sont de 3-4, là ça devient problématique et usuellement il y a d'autres symptômes qui s'y associent. On peut être amené à récuser pour cette indication. Et lorsqu'on opère, on sait que ça ne marche pas forcément très bien. Voilà. Et typiquement, lorsque les patients, avec l'évolution de la maladie, alors qu'ils ont été opérés, lorsqu'ils développent
une camptocormie ou un PISA syndrome, moi souvent j'essaye d'adapter les paramètres de stimulation et en général j'y arrive pas très bien. Excuse me. Question. Do you have any fine-tuning of stimulation during different parts of the daytime, nighttime versus daytime, different parameter or different intensity? It's a good question. It's not like for apomorphine or duodopa pump. We cannot program accurately the time of change of the stimulation. But what we can do, we can inside the battery, we can program 2 or 3 different programs with 2 or 3 different parameters. Sometimes the patient has a lot of difficulties to walk, and we can make a program for walking and a program for normal time. We can sometimes have some program for speaking and a program for other things. But we do not have 2 programs like day or night time, but mainly for action or functionality activities. Oh yes, yeah. Sorry, I was answering only for Parkinson's disease, but it's right, as David Grabli said. For essential tremor, it's better to ask to the patient to stop stimulation during the night. So the patient are stimulated only during the day for the activities of daily life, but during the night we propose to the patient, we ask very hardly to the patient to stop the stimulation, because if we do not do that, sometimes the patient will develop increase of the tremor with the time. I mean arbitration of the tremor at the stimulation. Franco Molteni from Italy. We have some experience about a combination of stimulation, deep brain stimulation plus transcutaneous auricular vagus nerve stimulation in the same patient to modulate, for example, autonomic system. Do you have any experience like this one? No, at all. No. Could you explain? Yes, it's possible. We, in collaboration with Besta Institute in Milan, we have a patient that after a vascular lesion at mesencephalic level, implant due to a very important tremor, implant a deep brain stimulator with excellent results. Okay. And in the same time, we have some possibilities to facilitate the adaptation of the autonomic system in terms of cardiovascular adaptation during gait and something like this. And we measure the possibility using a test of autonomic system to modulate autonomic system in combination with the brain stimulation. And we realize that it's possible to differentiate if you have or you don't have the auricular vagus nerve stimulation during the brain stimulation. Then you change the reaction of the autonomic system. Okay. You have 2 different stimulation, non-invasive plus invasive. Okay, okay. No, I'm not used to use this kind of both stimulation, but I know that in our center, one team made research for deep brain stimulation and external neuromodulation with TDCS or TMS, but it's only for research and to identify the feasibility of to do so, and to know if we can improve the results. And the study was pretty great, but it's not for clinical use. La dernière question. Dernière, hein. Vraiment courte. Hein. Je sais que les résultats dans la dystonie secondaire, dans la paralysie cérébrale, de la stimulation cérébrale profonde sont délicats. Je voulais savoir si on allait vers, du fait de l'amélioration technique, une plus grande proposition de stimulation ou si on reste encore très réservé.
Je pense qu'on reste encore très réservé parce que usuellement on arrive sur un système qui est pas seulement dysfonctionnel mais très lésé, souvent également associé à un défaut d'apprentissage des séquences gestuelles. On voit souvent ces patients, ils sont dystoniques, il est vrai, mais ils sont aussi beaucoup dyspraxiques. Et il y a eu souvent un défaut d'apprentissage de la séquence gestuelle en lien avec la pathologie, qui conduit au fait, quand on analyse et quand on essaye d'analyser finement le mouvement, eh bien de se dire, est-ce que on va réussir à lever la dystonie? Peut-être. Mais est-ce qu'on va améliorer le mouvement? Probablement pas, parce que le mouvement n'a pas été bien appris. Alors, on peut être amené à le faire dans certaines situations, notamment dans les situations qui sont très algiques, chez les patients qui sont hyperalgiques. Je sais que, en tout cas, nous, on l'a fait pour quelques patients avec des résultats qui sont vraiment in between. On n'a pas beaucoup d'amélioration, 20-30%, 20%, 30% d'amélioration de manière globale. Ce qu'on améliore, je pense, c'est pas mal, quand on le fait, c'est pas mal la douleur. C'est aussi, on va dire, un effet plus psychique de l'accompagnement de ces familles qui sont quand même souvent en très grande difficulté. Ils sont contents d'être entendus, de faire quelque chose. Enfin, il y a cet élément-là qui est souvent très positif. Mais c'est une prise en charge qui est quand même très lourde pour un résultat qui est très faible, dirais-je. Alors après, ça, c'est, on va dire, notre expérience avec les neurochirurgiens et puis David, je pense que tu pourras parler aussi. Je sais qu'à Montpellier, l'équipe du professeur Koub a une perception extrêmement différente. On a eu son élève qui va devenir le chef de service. Il est venu en stage chez nous pendant 2 ans pour se former. Je sais qu'ils opèrent très largement des patients voilà, très sévères. Et c'est vrai que Philippe Koub dit que voilà, même s'il n'y a pas d'amélioration de la motricité, l'amélioration de la douleur est en soi un objectif. Après, il faut être en mesure de pouvoir suivre ces patients. C'est assez lourd et conséquent. Voilà, David. Je pense que c'est un sujet intéressant. Il y a la question de comment est-ce qu'on arrive à anticiper ou à caractériser le bénéfice fonctionnel chez ces patients, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, le résultat analytique sur la dystonie va être modeste. Il y a toute une partie du trouble du mouvement qu'on traitera jamais parce qu'il est développemental et qu'il n'est pas que la conséquence de la dystonie. Mais parfois, et ça a été très bien montré par des équipes anglaises et notamment par Jean-Pierre Lynn, le fait d'améliorer un tout petit peu la dystonie permet d'obtenir un bénéfice important sur le contrôle d'un fauteuil roulant électrique, par exemple. Et donc ça, c'est une culture de l'évaluation qu'on n'a pas complètement, en fait. Et en effet, l'équipe de Montpellier a beaucoup opéré des patients, mais elle n'a pas non plus été très fine dans sa capacité à évaluer ce bénéfice fonctionnel-là. Voilà, je pense qu'il y a un petit sujet à traiter. Et après, pour répondre à votre dernière, pour aller un peu plus loin dans la réponse, il y a aussi, je pense, la nécessité d'acquérir des connaissances différentes, pas tant sur les structures qu'on implante, mais sur les réseaux neuronaux et sur le développement cortical, parce qu'en fait, quand on regarde le cortex cérébral, que ça soit en volumétrie ou même en aspect, le cortex moteur de ces patients, il est pas normal. Et donc, il y a certains patients qui ont des anomalies corticales plus que d'autres, certains patients qui ont des générations plus normales que d'autres, et donc probablement qu'il faudrait étudier de manière très fine beaucoup de patients, de regarder ceux et les classer en fonction justement de cette connectivité et de ces développements corticaux. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de discussions encore, Pardon, et ça sera pendant la pause.